Bonjour à tous. La franc-maçonnerie est une secte diabolique. On va voir pourquoi. On va voir ensemble quelle est sa nature, ce qui la constitue, ses origines, son historique, son idéologie, son action durant l'histoire et aussi le but final des sociétés secrètes. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est une société secrète, plus précisément une superposition de sociétés secrètes où les grades supérieurs sont séparés des grades inférieurs, ceux de la franc-maçonnerie bleue, des 3 premiers grades, apprentis, compagnons et maîtres, qui sont maintenus dans l'ignorance et qui sont une sorte de cellule de recrutement pour les hauts degrés. La franc-maçonnerie a tout d'une secte parce qu'elle est dans la fausse illumination, elle est dans la fausse vérité, la fausse idéologie, la fausse doctrine, la culture du secret, où un petit nombre d'initiés profitent des autres et où on fait l'intérêt exclusif de ces initiés au détriment du monde extérieur, ce qui engendre fatalement des injustices que l'on peut constater d'ailleurs dans le monde profane. Et puis elle est aussi dans la persécution de ses anciens membres, de ceux qui, de manière courageuse, en sortent. La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes, car, comme l'a très bien démontré Monseigneur Léon Meurin dans son livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan » en 1893, tout ou presque est tiré de la Kabbale, notamment dans les rituels et les symboles. Et je pense notamment aux 3 points, ainsi que le grand architecte de l'univers, que l'on retrouve dans la Kabbale et dans la franc-maçonnerie, qui sont donc des emprunts de la Kabbale. La franc-maçonnerie est la contre-église, car cette société secrète, dès sa création, fut en opposition à l'église catholique. Elle a été créée dans ce sens. Elle a été créée pour cela, pour s'opposer à l'église catholique, qui est le corps mystique du Christ. La franc-maçonnerie est aussi la synagogue de Satan, selon l'expression employée dans les évangiles, l'Apocalypse selon saint Jean, car elle est objectivement l'alliance entre le juif et Satan. Par le biais du secret, les juifs, autrefois les pharisiens, aujourd'hui les juifs talmudistes, ont trouvé des alliés dans leur conspiration contre Dieu et l'Église. Et ils vont créer leur propre Église, qui est la contre-Église. Politiquement, le régime de la franc-maçonnerie, c'est la République. La franc-maçonnerie est la République à couvert, de même que la République est la franc-maçonnerie à découvert. La République est une création maçonnique. C'est le bébé de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est aussi un foyer d'impiété, de magouille, de conspiration. Elle est la mère de tant de complots et le plus célèbre d'entre eux, le grand complot, c'est son œuvre majeure, c'est la Révolution dite française de 1789. Et puis la franc-maçonnerie, c'est enfin un ésotérisme qui passe obligatoirement par l'initiation, alors que la religion catholique est, elle, un exotérisme, c'est-à-dire un enseignement commun et accessible à tous, universel. Alors que l'ésotérisme, lui, est réservé à un petit nombre d'initiés seulement. Et selon le spécialiste de la question Charles Nicoulot, l'initié conclut un pacte avec Satan lors de l'initiation, qui est en quelque sorte le pendant du baptême. C'est-à-dire que pour être franc-maçon, il faut être initié, alors que pour être catholique, il faut être baptisé. Dans les rituels maçonniques, on remarque un esprit de vengeance. Il s'agit de venger le juif Hiram, qu'il considère d'ailleurs comme le grand architecte de l'univers. Cet esprit de vengeance, on le retrouve à la fois dans la franc-maçonnerie et dans le judaïsme talmudique. Idem pour la haine contre l'Église catholique, qu'on retrouve à la fois dans la franc-maçonnerie et dans le judaïsme talmudique. La religion est qualifiée d'obscurantisme, alors que la royauté est, elle, qualifiée de tyrannie. Dans le jargon maçonnique, l'obscurantisme renvoie à la religion catholique et les rois du temps de l'Ancien Régime sont considérés comme des tyrans. Les symboles maçonniques sont nombreux. Le compas et l'équerre, bien sûr,
que l'on remarque sur la couverture de mon dernier livre, l'équerre qui symbolise l'égalité, le triangle maçonnique qui symbolise la Trinité, mais aussi la pyramide mondialiste, donc avec la tête de la pyramide qui est coupée du reste, et puis cet œil d'Horus qui voit tout. L'étoile à 5 branches, qui est l'astre de la libre pensée, qui symbolise à la fois donc la libre pensée, mais aussi l'athéisme de Karl Marx ou encore l'antichristianisme. L'étoile à 6 branches, que vous remarquez aussi sur la couverture de mon dernier livre, avec donc ce triangle pointant haut et l'autre pointant bas, qui forment l'étoile d'Israël. Et puis le pentagramme inversé, c'est-à-dire l'étoile à 5 branches, pointe en bas, qui est la représentation de Satan pour les francs-maçons. Il y a aussi le sol à damier, qui symbolise les difficultés de la vie et le parcours initiatique pour les francs-maçons. Le Baphomet, cette figure androgyne qui représente à la fois le démon, Lucifer et Satan. Et enfin, la lettre G, du grand architecte de l'univers et de la gnose. Cette connaissance, donc c'est gnosis en grec, qui signifie connaissance, qui est le but de l'initiation pour les francs-maçons et qui est même la vérité maçonnique, la gnose. Certains chiffres sont très prisés chez les francs-maçons, notamment le chiffre 3 de la Trinité, le chiffre 11 de la transgression du décalogue, qui est aussi la révolte de Lucifer, le chiffre 13 avec les 13 étages de la pyramide mondialiste, le chiffre 33 qui est à la fois l'âge de la mort du Christ, mais aussi il y a les 33 degrés du rite écossais, je vais y revenir, et puis enfin le fameux nombre 666, qui est le nombre de la bête dans la Sainte Écriture. Les francs-maçons emploient certaines expressions, ils ont certains signes, ils s'appellent entre eux les fils de la veuve, par rapport au meurtre d'Osiris. Donc ils sont les fils de la veuve Isis. Et l'on voit, rien qu'à travers cet exemple, qu'ils s'en réfèrent à des mystères de l'Égypte ancienne, donc du temps de l'Antiquité. Et c'est propre à la franc-maçonnerie d'avoir recyclé dans ses rituels le paganisme de l'Antiquité, qu'ils font en quelque sorte survivre. Et seuls les initiés peuvent comprendre totalement ces signes et ces expressions, se reconnaître entre eux dans le monde profane. Et c'était déjà le cas d'ailleurs en 1789, lors des émeutes, où les francs-maçons se reconnaissaient entre eux. Ils ont une manière de se saluer, de se dire bonjour, de se serrer la main, de se faire 3 bises. La notion de secret est très importante en franc-maçonnerie, et d'ailleurs les francs-maçons prêtent le serment de ne rien dévoiler, de garder inviolé le secret maçonnique. Dès le départ, alors pourquoi le terme d'imposture déjà dans mon dernier livre, le titre du livre, la franc-maçonnerie 300 ans d'imposture, car dès le départ la franc-maçonnerie a menti sur ses intentions. Elle a fait croire qu'elle était un simple club philosophique, une société de bienfaisance. Elle a fait croire, ce qui n'est pas le cas, elle a fait croire qu'elle ne s'occupait pas de politique alors que dès le départ elle s'est occupée de politique. Elle a fait croire, elle a prétendu aussi qu'elle était respectueuse de toutes les religions, ce qui est faux, puisqu'elle a toujours été très hostile à l'Église et à la religion catholique. La notion de secret induit un manque de transparence. C'est à croire que la franc-maçonnerie a des choses à cacher et même à se reprocher. Mais ce secret fait aussi sa force. Et d'ailleurs, une circulaire du Grand Orient du siècle dernier nous le confirme. Une institution qui connaît le monde et n'est pas connue de lui est d'une puissance irrésistible, car aucun élément étranger ne l'altère ni ne la dénature. En effet, comment combattre un ennemi lorsqu'on ignore ses méthodes, lorsqu'on ne le connaît pas? On ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il opère, on ne sait pas son projet. Les origines de la franc-maçonnerie sont diverses. Origine gnostique tout d'abord, avec donc cette gnose qui, selon le haut initié Albert Pike, est la moelle de la franc-maçonnerie. Cette connaissance donc prétendument scientifique, et le salut passe pour les francs-maçons par cette gnose et non
par Jésus-Christ, non par la doctrine catholique. Origine aussi protestante de la franc-maçonnerie, tout simplement à travers ses deux fondateurs officiels, James Anderson et Jean-Théophile Desaguliers. Donc, James Anderson, des fameuses constitutions d'Anderson, qui datent de 1723, et Jean-Théophile Desaguliers, tous les deux, étaient des Rose-Croix protestants. Origine donc Rose-Croix aussi de la franc-maçonnerie, les Rose-Croix qui peuvent être considérés comme les ancêtres des francs-maçons officiellement depuis 1614, avec la publication du premier manifeste Rose-Croix par l'allemand Valentin Johann Andreae. Et donc cette Rose-Croix, ce rosicrucianisme, c'est un ésotérisme, tout comme la franc-maçonnerie, qui se prétend chrétien. C'est une sorte de protestantisme, mais qui va plus loin que le protestantisme, puisqu'il a une dimension à la fois politique et religieuse. Au XIXe siècle, par exemple, nous avions un haut initié Rose-Croix du nom de Alexandre Saint-Yves d'Alvèdre, qui avait prophétisé l'unification de l'Europe sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Et donc, bien avant les fondateurs officiels qui donc ont mis en place cette construction européenne, qui étaient tous des hauts initiés francs-maçons d'ailleurs, que ce soit Richard Kudonov-Kalergi, Joseph Ratzinger ou encore Jean Monnet. Origine de la franc-maçonnerie aussi kabbalistique, avec donc cette kabbale qui est une doctrine mystique secrète, assez farfelue et même tordue pour la communauté juive organisée, qui est une gnose judaïque, qui prône notamment la divinisation de l'homme juif, et dont le livre principal est le Zohar, qui a été compilé au XIIIe siècle par le rabbin espagnol Moïse de León. Donc, origine juive de la franc-maçonnerie à travers cette kabbale, et puis tout simplement parce que la franc-maçonnerie est une création juive visant à s'opposer, à s'attaquer et à détruire l'Église catholique. Et d'ailleurs, Monseigneur Léon Meurin a très clairement affirmé en 1893, je cite, « La franc-maçonnerie est une invention juive pour détruire l'Église ». C'est donc la contre-Église ou Église de Satan, c'est comme vous voulez. Car de même que Dieu a son Église, Satan a lui aussi son Église. Et l'une est son but, le salut des âmes, le plus grand nombre des âmes, et l'autre, la damnation des âmes. C'est logique. Et d'ailleurs, à propos de cette notion de contre-Église, le franc-maçon du Grand Orient Limousin avait déclaré en 1902 dans la revue maçonnique L'Acacia, je cite, « La franc-maçonnerie, c'est la contre-Église, le contre-catholicisme, l'Église de l'hérésie. » C'est un franc-maçon qui le dit, c'est pas moi, on n'est pas dans l'opinion personnelle. C'est eux qui le disent et qui le reconnaissent. Le titre de ce petit exposé, c'est « La franc-maçonnerie est une secte diabolique ». Mais pourquoi est-elle diabolique? Parce qu'elle ne défend pas la vérité, mais l'erreur. Parce qu'elle diffuse volontairement des hérésies, des faux principes qui sont issus de la Révolution de 1789. Parce que ces rituels sont sataniques. Parce que son action durant l'histoire fut et continue d'être nocive pour les nations et même criminelle. Parce que ces doctrines contiennent le péché de Lucifer qui est basé sur l'orgueil de l'homme, sur cet esprit de vengeance, de domination, de mensonge, de duplicité, de double discours, de dire une chose et de faire son contraire, ou de dire une chose mais aussi son contraire, dans l'esprit du Talmud d'ailleurs. Et puis esprit aussi fondamentalement anti-chrétien. Et puis parce que son but, c'est la damnation des âmes, ce qui est purement et simplement satanique et démoniaque. La franc-maçonnerie est donc une création juive pour attaquer et détruire l'Église. Et depuis 1717, elle est officiellement la synagogue de Satan. Précisément depuis le 24 juin 1717, où, à Londres, en Angleterre, donc Desaguliers et Anderson ont réuni diverses sectes et loges, notamment avec les Rose-Croix, et ont fait fusionner ces loges, et cela a donné officiellement la première loge, qui fut la Grande Loge d'Angleterre, à Londres.
Le meilleur moyen de démasquer la franc-maçonnerie synagogue de Satan, c'est de diffuser ces documents. Et c'est ce que je me suis efforcé de faire ces dernières années. Et cela a produit mon dernier livre où j'ai tout simplement suivi la recommandation du pape Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus qu'il a publié en 1884, où il recommandait à tous les catholiques et même aux autres d'arracher à la franc-maçonnerie le masque dont elle se couvre et de la faire voir telle qu'elle est, tout simplement. Les documents maçonniques et les faits historiques attestent qu'elle est la contre-église. Mais elle n'est pas la contre-église uniquement en France, elle l'est partout dans le monde. Et là, j'en parle aussi dans mon dernier livre et je me suis notamment basé sur les excellents travaux de l'abbé Deschamps, dans son livre « Les sociétés secrètes et la société », mais aussi de Monseigneur Henri Delassus dans « Les pourquoi de la guerre mondiale », ou encore les travaux de Monseigneur Join et Léon de Poncin, qui ont en leur temps diffusé une abondante documentation sur le sujet. Donc elle est la franc-maçonnerie partout dans le monde, hein, que ce soit en France, en Europe, en Amérique du Sud. Hein, et elle est l'église de l'hérésie qui répand l'erreur, le libéralisme, hein, c'est dans les documents maçonniques ça, et les fausses doctrines. Nombre de faits durant la Révolution prouvent qu'elle est la contre-église de par la persécution des prêtres, des religieux, des religieuses. La franc-maçonnerie a toujours été antichrétienne et anticléricale. Et c'est l'historien Jacques Crétineau-Joly qui l'a démontré d'ailleurs en diffusant le premier, en 1859, dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution », les documents de la haute vente. On remarquera quelque chose d'assez important, la franc-maçonnerie s'avère conservatrice et non révolutionnaire dans les pays protestants, par exemple, ou sous une république, dans les pays protestants comme l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne. Conservatrice aussi sous une république. Mais par contre, révolutionnaire et subversive dans des pays latins et chrétiens. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, en Amérique du Sud aussi. Par conséquent, l'Église catholique et la papauté ont logiquement combattu et condamné la franc-maçonnerie synagogue de Satan. Et le premier d'entre eux, ce fut le pape Clément XII en 1738, dans son encyclique In Eminenti Apostolatus Specula, qu'il déclara valable à perpétuité. Mais cela n'empêcha point les papes qui lui ont succédé de renouveler cette condamnation de la franc-maçonnerie, donc que ce soit Pie VI, Benoît XIV, Pie VII, Pie VIII, Pie IX, jusqu'à Léon XIII. Et son encyclique antimaçonnique de référence, Humanum Genus, qu'il a publié en 1884. Et ça reste à ce jour l'unique encyclique qui s'est consacrée exclusivement à la dénonciation de la franc-maçonnerie. Et Saint Pie X et Pie XI n'ont fait que confirmer la condamnation de Léon XIII. Mais malgré ces condamnations pontificales dès le XVIIIe siècle, hein, je le rappelle, Clément XII c'est 1738, il y avait beaucoup de clercs, beaucoup d'hommes d'église francs-maçons en 1789. Et oui. Je pense notamment à l'abbé Grégoire, qui était un proche d'Adolphe Crémieux, qui était un traître, il faut dire le mot, qui avait accordé l'égalité en droit aux Juifs. Il y avait aussi Charles-Maurice Talleyrand, qui faisait partie de la secte des Humiers de Bavière, ou encore l'abbé Sieyès. Plus tard, il y avait aussi beaucoup d'hommes d'église, de prêtres et donc de cardinaux lors du concile œcuménique révolutionnaire Vatican II dans les années 60. Notamment dans le clan libéral, puisqu'il y avait deux clans, le clan libéral et le clan conservateur traditionnaliste. Mais dans le clan libéral, il y avait notamment un certain cardinal Béat qui avait défendu l'œcuménisme religieux et qui appartenait, de son vrai nom, cardinal Béard d'ailleurs, et qui était affilié à la franc-maçonnerie juive du Bnei Brit. Un autre haut initié qui avait fondé la secte des Humiers de Bavière, qui était certainement proche d'Amichel Meyer-Rothschild et qui joua un rôle colossal en coulisses dans la subversion contre la monarchie française en 1789,
c'est le haut initié Adam Weishaupt. Et en son temps, Adam Weishaupt avait déclaré « C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion ». Autrement dit, la franc-maçonnerie est une sorte de centre de formation idéologique pour nos élites, francs-maçonnes d'ailleurs, et c'est aussi le laboratoire de la société. Et d'ailleurs, cela fait penser à certaines lois qui ont été élaborées dans les loges maçonniques. Je pense notamment à la loi légalisant l'avortement en 1975, la loi Veil. D'ailleurs, Simone Veil elle-même était affiliée au Menai Brit. Et cela a été reconnu par les francs-maçons eux-mêmes que cette loi Veil avait été auparavant discutée et élaborée plusieurs années auparavant dans les loges maçonniques. La franc-maçonnerie a souvent revendiqué la paternité des faux principes issus de 1789, son régime qui est la République, son système, la démocratie, sa religion officieuse, la laïcité, son évangile, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que l'on doit à la loge des Amis réunis, et puis sa devise, liberté, égalité, fraternité, qui est l'esprit du monde, dont Satan est le prince. Et ces trois mots, comme par hasard, sous une république, vous les retrouvez sur tous les tribunaux, toutes les écoles, toutes les mairies. Le but de la franc-maçonnerie, c'est d'appliquer, de faire appliquer cette société sans Dieu, depuis donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est clairement Jésus-Christ mis hors la loi. C'est-à-dire qu'il y a le Créateur et la créature. Mais avec la Déclaration des droits de l'homme, on supprime le Créateur, il reste la créature. La créature qui se glorifie elle-même. C'est l'humain qui se glorifie lui-même au lieu de glorifier Dieu. Ce qui débouche inévitablement sur le péché d'orgueil, soit dit en passant. Et cette société sans Dieu, ce naturalisme politique, autrefois fort bien dénoncé par Monseigneur Delassus, évidemment contraire avec l'ordre naturel voulu par Dieu. Ce règne du Christ roi, cette société centrée sur Dieu, société théocentrique du temps de l'Ancien Régime, donc du temps des rois très chrétiens, avant 1789, pour nous en France, où en ce temps-là, les rois devaient servir la nation française et non se servir eux-mêmes. Ils se devaient, ils avaient été éduqués dans ce sens, ils se devaient d'être les lieutenants du Christ. Aujourd'hui, vous vous doutez bien que ceux qui se présentent à l'élection présidentielle sous une république ne cherchent qu'à se servir et non à servir la nation française. C'est une évidence. Dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de dogme. La franc-maçonnerie est adogmatique, comme l'a très bien relevé Monseigneur Join. Mais elle prône la libre pensée, qui est la négation du dogme et même la négation de la vérité. On est dans le « je pense que ». Je pense que, vous pensez que, etc. Et cela surpasse la vérité. Vérité révélée comme la vérité factuelle, d'ailleurs. La franc-maçonnerie, au départ, a prôné le déisme, cette conception très abstraite de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne met rien derrière. On croit en Dieu, mais en quel Dieu? Mais ensuite, sous l'impulsion du Grand Orient, elle a aussi prôné l'athéisme. La franc-maçonnerie prône aussi le panthéisme, cette fausse doctrine où tout est Dieu, le créateur comme la créature. Donc, il y a un Dieu extérieur, mais aussi un Dieu intérieur. Nous sommes des dieux dans le panthéisme. La nature est divine, les animaux sont divins, les plantes sont divines. De la doctrine panthéiste, auquel adhère malheureusement le très intelligent Pierre Rabhi. La franc-maçonnerie prône aussi l'agnosticisme, le fait de ne pas savoir, de douter de tout. Mais si l'on doute de tout, comment comprendre les choses de ce monde, si l'on s'en tient au doute? L'esprit maçonnique est caractérisé par la révolte contre Dieu, qui est la révolte de Lucifer, l'ange déchu qui, je le rappelle, avait péché à la fois par ingratitude et orgueil. Et on retrouve cet esprit maçonnique d'ailleurs dans l'orgueil de l'homme, le mensonge, la duplicité, l'antichristianisme dont je parlais tout à l'heure. On distingue diverses franc-maçonneries. Tout d'abord, la franc-maçonnerie classique du rite écossais, le rite écossais ancien et accepté, qui date de 1801, qui a été ensuite remanié et révisé
par Albert Pike, qui, durant l'histoire de la franc-maçonnerie, a beaucoup compté, a eu une influence importante. On distingue aussi la franc-maçonnerie du Grand Orient, qui en France a été fondée en 1773, qui est de tendance athée, alors que la GLNF, la Grande Loge nationale française, est elle de tendance déiste, est arrivée plus tard, en 1913. La franc-maçonnerie du Grand Orient, c'est important, a autorité sur les autres obédiences du rite écossais. Actuellement, elle est présidée par le grand maître Christophe Abbas, alors que la GLNF, c'est Jean-Pierre Servel. On distingue aussi la franc-maçonnerie exclusivement juive du B'nai B'rith, qui est une haute maçonnerie supérieure aux 33 degrés du rite écossais, qui a été fondée en 1843 aux États-Unis, à New York, par 12 juifs francs-maçons d'origine allemande, qui s'est développée surtout en Amérique du Nord, au XIXe siècle, et qui a été fondée en France en 1932. Nos élites judéo-maçonniques, c'est vraiment la représentation de la judéo-maçonnerie, puisqu'il faut être juif pour appartenir à cette franc-maçonnerie. On distingue aussi le rite plus discret, et underground, on va dire, de Memphis Mizraïm, qui a été fondé par Joseph Balsamo, donc le comte de Cagliostro, au XVIIIe siècle, qui faisait partie de la secte des Lumières de Bavière, et qui avait participé à la conspiration contre la monarchie chrétienne, la famille royale, et notamment contre Marie-Antoinette, dans l'affaire du collier. Et le comte de Cagliostro était en son temps un voyageur qui s'était chargé de propager les loges dans l'Europe entière. On distingue enfin certaines maçonneries, particulièrement sataniques et dégénérées. Je pense notamment à la secte de la Skull and Bones, secte américaine qui a été fondée en 1832, où on retrouve des hommes politiques comme aux États-Unis, George W. Bush et John Kerry, certains banquiers d'affaires aussi de Wall Street, dans cette secte qui est basée à l'université de Yale et qui prétend d'ailleurs détenir le crâne de Geronimo. Bon. Autre maçonnerie particulièrement satanique et dégénérée qui est arrivée plus tard, elle, en 1902, c'est l'Ordo l'Ordo Templi Orientis, qui a été fondé par l'Autrichien Karl Kellner et l'Allemand Theodor Reuss, qui faisait partie d'ailleurs de la Société théosophique d'Elena Petrovna Blavatsky. Et Theodor Reuss a ensuite transmis le relais hommage sataniste assez célèbre à Aleister Crowley, qui a écrit divers ouvrages qui étaient particulièrement dégénérés. Aleister Crowley, il suffit de voir sa biographie. Et cet Aleister Crowley avait écrit notamment Magic et aussi le livre de la loi. Et le livre de la loi fait précisément autorité au sein de l'Ordo Templi Orientis. Et l'américain Craig Ambishner a écrit un livre où il a étudié en profondeur la secte de l'OTO. Et j'ai relayé pas mal de documents au sujet de cette secte dans mon dernier livre en me basant sur les travaux de Craig Ambishner. Donc voilà ces diverses maçonneries qui ont leur spécificité. Et puis vous avez dû certainement entendre parler de certains clubs paramaçonniques, comme le Lions Club, le Kiwanis, et puis le plus célèbre d'entre eux, le Rotary Club, le Rotary International, qui a été fondé par le franc-maçon américain Paul Harris à Chicago en 1905, qui est clairement dans l'anti-religion, qui donc a la même idéologie que la franc-maçonnerie classique. Petite notion à retenir, pour être régulière, une obédience maçonnique doit obligatoirement inscrire dans sa constitution la croyance au grand architecte de l'univers. Ce n'est pas le cas de l'Ordo Templi Orientis, qui est considéré comme irrégulière, donc, à la différence donc, de la Grande Loge ou de la GLNF. La franc-maçonnerie est une association de kabbalistes, et dans la Kabbale, le Gadlu, grand architecte de l'univers, et Lucifer. Dans la franc-maçonnerie, les hauts grades maçonniques sont dans le culte de Lucifer. C'est Albert Pike qui l'avait affirmé en son temps dans une correspondance où il avait écrit, je cite, « Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux du 33e degré, nous disons
pour que vous le répétiez aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, et non pas aux frères des grades inférieurs, la religion maçonnique doit être pour nous tous, initiés des hauts grades, maintenus dans la pureté de la doctrine luciférienne. Deux enseignements importants à retenir de cette déclaration d'Albert Pike. La première, c'est qu'il y a des instructions qui sont données seulement au grade supérieur, à partir du 30e degré, et que les grades inférieurs sont donc maintenus dans l'ignorance. On leur cache certaines choses. Et la deuxième, c'est qu'ils sont dans le culte de Lucifer à partir du 30e degré. Là, il le dit, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Voilà en quel Dieu croient les francs-maçons. À peu près à la même époque, le pape Léon XIII avait écrit « La franc-maçonnerie est la personnification permanente de la révolution dont l'unique raison d'être est de faire la guerre à Dieu et à son Église. » Et cette révolution que l'on doit considérer, surtout à partir de 1789, ce mouvement révolutionnaire mondial, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie. C'est l'œuvre du judaïsme international par le biais des sociétés secrètes. D'où le terme judo-maçonnerie, employé autrefois par Monseigneur Join. La franc-maçonnerie est par conséquent l'instrument de domination du judaïsme international, car au-dessus de la loge, il y a la synagogue. Les hauts grades maçonniques sont majoritairement occupés par des juifs. On l'a vu avec la franc-maçonnerie exclusivement juive du Mennonite, qui est supérieure aux 33 degrés du rite écossais. Et je vous parlais tout à l'heure d'Albert Pike. Albert Pike dirigeait donc depuis New York au XIXe siècle les loges palladistes. Et il y eut un pacte, une union entre les loges palladistes, une fusion, et les loges palladistes et le Mennonite. Donc les hauts grades maçonniques sont occupés par les juifs. Et d'ailleurs, des rabbins aussi sont des francs-maçons au degré. Je pense notamment à Élie Ben Amozeg. Élie Ben Amozeg était un franc-maçon en Italie, franc-maçonnerie de Livourne. L'œuvre de la franc-maçonnerie durant l'histoire maintenant. Alors c'est simple. Depuis 1789, rien ne se fait, ne se produit sans elle. Rien sans son action directe ou indirecte. Rien sans son consentement. La franc-maçonnerie a été impliquée de près ou de loin dans tous les événements importants de l'histoire contemporaine. 1789, bien sûr, complot intégralement maçonnique, qui a été prouvé par les procès-verbaux maçonniques, qui a été prouvé aussi par les acteurs, qui étaient tous des francs-maçons, qui a été annoncé par ces mêmes francs-maçons, qui a été reconnu par des francs-maçons encore, qui a été préparé et comploté par des convents maçonniques, par des hauts initiés, en l'occurrence Adam Weishaupt et Adolf Knigge. Donc convent de Wilhelmsbad en 1782, puis réunion de la Grande Loge éclectique à Francfort, qui ont comploté la subversion en France, mais aussi en Suède. Donc la mort le régicide de Louis XVI en France et de Gustave III en Suède. Plus tard, en 1848, mouvement de subversion en France et en Italie, auparavant décidé dans le convent maçonnique de Strasbourg, en 1847. Par la suite, révolution de la Commune en 1871, les loges maçonniques françaises ont assumé leur implication dans les émeutes, dans les carnages. L'école laïque, on la doit à qui? Jules Ferry, franc-maçon. La déclaration Balfour, Lord Rothschild et Arthur Balfour, deux hauts initiés du Mennonite. La même année, 1917, réunion convoquée par le Grand Orient de France à la rue Cadet à Paris. Ça a été prouvé par Léon de Poncin, document à l'appui, que ces réunions ont ensuite abouti sur la création de la Société des Nations, 2 ans après, en 1919. C'est dans une brochure de Léon de Poncin, intitulée « Société des Nations, super État maçonnique ». Il y a tous les comptes rendus du Grand Orient. Donc, Société des Nations et ONU, création intégralement maçonnique. 1917, c'est la révolution bolchevique. Kerensky était franc-maçon, Lénine était franc-maçon, et puis le principal argentier de cette subversion visant à destituer et même à tuer le tsar Nicolas II et donc la monarchie chrétienne en Russie, c'était un certain Jacob Schiff, initié au Mennonite,
à l'instar de la famille Warburg, et qui dirigeait la Club Co, qui est en quelque sorte l'ancêtre de l'actuel Goldman Sachs, qui actuellement fait la pluie et le beau temps, clairement, et qui donne les ordres à l'Union européenne. Et puis encore en dessous, nos dirigeants politiques francs-maçons, qui ne font que valider ces décisions qui viennent d'en haut. Plus tard, Deuxième Guerre mondiale, double bombardement au Japon, Hiroshima, Nagasaki, commandité par qui? Le haut initié Henry Stimson, qui appartenait à la secte de la Skull and Bones dont je vous parlais tout à l'heure. L'action criminelle de la franc-maçonnerie, c'est la mort du roi Carlos, assassinat par la franc-maçonnerie, l'assassinat de Garcia Moreno en 1875, la destitution d'Alphonse XIII en Espagne, la guerre civile, toujours en Espagne contre Franco, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand qui amène la Première Guerre mondiale, l'assassinat de l'Allemand Ernest von Rath, l'assassinat aussi du tsar Nicolas II et de toute sa famille. Tout ça, c'est l'œuvre criminelle de la franc-maçonnerie. Un petit historique de la franc-maçonnerie en France maintenant, qui a été fondée en 1721, donc 4 ans seulement après la Grande Loge d'Angleterre. Le Grand Orient de France, lui, a été fondé en 1773 par le duc de Chartres, le duc d'Orléans, qui se fit appeler Philippe Égalité et qui était le cousin du roi, et qui avait voté pour la mort du roi. Juste avant 1789, il y a un chiffre à retenir qui est absolument hallucinant. Il y avait en France 703 loges maçonniques. Et de nombreux clercs, de nombreux prêtres, de nombreux bourgeois, de membres de la monarchie faisaient partie de ces loges maçonniques. Je pense notamment au marquis de Condorcet, qui a publié la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un peu plus tard, Napoléon Bonaparte était lui aussi un franc-maçon, qui est sorti de la franc-maçonnerie avant de s'exiler sur l'île de Sainte-Hélène et d'y mourir. Et il y a certainement une relation de cause à l'effet entre les guerres qu'a gagnées Napoléon Bonaparte quand il était franc-maçon et toutes les guerres qu'il a perdues lorsqu'il en est sorti. Et Napoléon était entouré de francs-maçons. Et lui et son entourage n'ont fait que poursuivre le mouvement révolutionnaire mondial. Il n'a en aucun cas restauré la chrétienté. Son but, c'était d'être l'empereur de l'Europe à Napoléon Bonaparte. Une période marquante de l'action maçonnique, c'est la Troisième République et la dictature de Gambetta, dictature particulièrement anti-religieuse et anticléricale. Ce qui est important de noter, c'est qu'à cette époque-là, contrairement à la France d'aujourd'hui, la France était majoritairement catholique au sein de la population. Mais le gouvernement, déjà lors de la Troisième République, était majoritairement franc-maçon. Il y eut donc les lois Ferry, et puis la loi de séparation entre l'Église et l'État, en 1905, qui fut incontestablement une victoire maçonnique, à cause notamment de la mollesse des catholiques à cette époque-là. Et la même année, en 1905, il y eut l'affaire des fiches du Grand Orient, où fut appliquée une épuration contre les catholiques dans l'armée. Le but, c'était de républicaniser l'armée, d'enlever tous les éléments nationalistes et catholiques au sein de l'armée. Et d'ailleurs, dans cette épuration, il y avait un certain Philippe Pétain qui en a fait les frais. Et cette mission a été confiée à un certain Louis André, qui n'était pas franc-maçon, mais qui pour l'occasion a été la marionnette du Grand Orient de France. Un peu plus tard, il y eut la parenthèse du régime de Vichy, avec donc le maréchal Pétain, qui officiellement a proscrit les sociétés secrètes sur le sol national. Mais quelques années plus tard seulement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle a rétabli à la fois la République, la franc-maçonnerie et même le décret Crémieux. Donc décret Crémieux d'Adolphe Crémieux, qui avait accordé la nationalité française aux seuls juifs d'Algérie, qui étaient au nombre de 35 000. On distingue plusieurs étapes dans l'action des sociétés secrètes. Alors tout d'abord, lorsque la franc-maçonnerie n'était pas au pouvoir au XVIIIe siècle, elle s'est efforcée d'écarter des institutions et des pouvoirs les religieux, particulièrement les jésuites, un peu partout en Europe.
D'où aussi la théorie farfelue, jamais prouvée d'ailleurs, du complot jésuite. Ce serait eux qui dirigeaient la France et le monde. Bon. Donc, expulsion des jésuites au XVIIIe siècle, et puis l'œuvre de la franc-maçonnerie, c'est la Révolution, donc œuvre subversive, afin de destituer les monarchies et les faire basculer en république. Donc le régime de la franc-maçonnerie. Et donc, une fois au pouvoir, le but, c'est de laïciser la société, profaner la religion, ce qui est sacré, et donc amener cette société sans Dieu et même contre Dieu, matérialisée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a abouti logiquement sur l'apostasie des nations et même sur la perversion des mœurs, ou encore, depuis quelques décennies, à des lois contre nature auxquelles nous avons droit. Loi légalisant l'avortement en 1975, encore avant la loi autorisant la contraception par Lucien Neuwirth, et puis plus récemment, loi Taubira, avec le mariage homosexuel, franc-maçonne guyanaise, Taubira. Et on nous parle même de la théorie du genre, où on nous cautionne même, encore récemment, François Hollande cautionne l'euthanasie. Et avant lui, c'était Jacques Attali qui faisait l'éloge de l'euthanasie. Donc, idéologie de mort et loi contre nature, qui sont l'œuvre de la franc-maçonnerie. À travers la laïcité, qui est la religion officieuse des francs-maçons, cela a été avoué par le franc-maçon socialiste Vincent Peillon, la franc-maçonnerie poursuit la déchristianisation de la France. France qu'elle dénature, puisque la France est la fille aînée de l'Église catholique depuis le baptême de Clovis en 496. Ceci n'est pas une opinion personnelle. Attention, ceci c'est la vérité historique. La France est la fille aînée de l'Église catholique. Mais elle est aujourd'hui dénaturée, défrancisée même. Elle perd peu à peu son identité via l'immigration massive de non-européens. Et cela est décidé en haut lieu par un certain George Soros, haut initié, à la tête du cartel bancaire, à la tête des sociétés ouvertes, de l'Open Society, de divers mouvements de subversion. Soros, main dans la main avec le FMI de Christine Lagarde, mais aussi des technocrates non élus démocratiquement, on ne les a pas élus, ceux qui sont à Bruxelles et qui dirigent les nations en Europe, main dans la main aussi avec les gouvernements des nations, et je pense notamment à une certaine Anne Hidalgo, maire socialiste du Parti socialiste, qui a pris part récemment là, au dîner du CRIF, et qui a été auparavant testée par le Mnaïbrit, et juste après, elle a été la maire de Paris. Petite information à ce propos, 28 francs-maçonneries en Europe ont réclamé l'accueil massif des migrants avec cette crise des migrants. Vous avez le document sur le site La Contre-Révolution. Et donc 28 francs-maçonneries en Europe ont réclamé, se sont prononcées pour cet accueil massif des migrants, plusieurs millions, on nous parle de plusieurs millions là en Europe, au nom de l'humanisme, de la tolérance, de la solidarité maçonnique. Donc vous vous doutez bien qu'il n'y a aucun humanisme là-dedans, d'autant qu'en plus ces migrants, il n'y a aucune femme, aucun enfant. Ce n'est même pas des familles qui sont dans le besoin, ce sont tous des hommes. Certains sont même des barbares, il faut dire le mot, parce que pour tout détruire, pour violer, pour agresser, je ne vois pas d'autre terme que le mot de barbare. Donc il s'agit véritablement d'une entreprise de destruction des nations, de l'Europe, dans la droite ligne du nouvel ordre mondial. Le pouvoir de la franc-maçonnerie est immense et total. Pourquoi est-il si important et comment la franc-maçonnerie s'y est prise? C'est ça qui est intéressant de voir. Mais tout simplement parce que la franc-maçonnerie est partout. Elle contrôle tout. C'est ce qui fait sa force. Demain, les gens se rendront dans les urnes pour voter à gauche, à droite, au centre, à l'extrême gauche. Mais qu'ils votent à gauche, à droite, ils vont voter pour la franc-maçonnerie, synagogue de Satan. Alors, soit ils voteront pour les francs-maçons, soit ils voteront pour des représentants politiques qui ont la même idéologie et qui ne remettront pas en cause la République et ce système et la contre-église. Donc le pouvoir de la franc-maçonnerie est très important et c'est d'ailleurs le haut initié Alain Bauer qui s'est permis d'affirmer il y a quelques années
Dans notre système politique dit démocratique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. Alors à mes yeux, il a quand même grossi un peu le trait, parce qu'il n'y a quand même pas 150... Dans les loges de la maçonnerie bleue, ce ne sont pas eux qui décident, ils décident de rien, les apprentis, compagnons et maîtres. Donc le chiffre de 150 000 est un peu exagéré selon moi. Comment la franc-maçonnerie s'y est prise pour avoir un tel pouvoir? En opérant une sorte de séduction sur les intelligences, en recrutant des personnes d'un statut social élevé. Elle a su séduire des personnes qui donc avaient une situation. Et aujourd'hui, la franc-maçonnerie est partout. Et cela nous renvoie à Goldstein. Vous connaissez Goldstein? Personne connaît Goldstein ici? Le personnage du livre de George Orwell dans 1984, Goldstein. Alors Goldstein, il est évoqué dans mon dernier livre à la page 50. Vous allez mieux comprendre maintenant, à travers Goldstein, la méthode maçonnique. Depuis qu'elle est confortablement assise à la tête des nations, la franc-maçonnerie agit-elle une véritable pieuvre dans les principaux pouvoirs qu'elle occupe? Dans la politique, les médias, la finance, la justice, l'armée, etc. C'est l'histoire de l'initié Goldstein, qui masque son appartenance maçonnique et investit tous les milieux. Sur un plateau télévisé, Goldstein sera à la fois l'intervenant de gauche avec Hollande, encore plus à gauche avec Mélenchon, celui de droite avec Sarkozy, celui du centre avec Bayrou, celui d'extrême droite avec Alliot ou Collard. Goldstein sera journaliste, éditorialiste, producteur, réalisateur, chroniqueur. Artiste engagé, il œuvrera dans l'humanitaire. Goldstein débattra avec Goldstein, faisant croire à une opposition qui ne sera qu'illusion. Goldstein défendra la cause sioniste, mais aussi anti-sioniste. L'homosexualisme ainsi que la manif pour tous. L'avortement comme le mouvement pro-vie. Goldstein défendra le communisme, le socialisme, le souverainisme avec Dupont-Aignan et Chevènement. Goldstein sera royaliste et prétendument nationaliste. Il jouera même aux patriotes français. Goldstein se trouve à la tête de l'église romaine, dans le collège des cardinaux. Goldstein a même ses entrées dans la tradition catholique. Goldstein est aussi présent en islam, chez les frères musulmans. Il est évidemment haut placé dans la finance apatride. C'est lui qui tient la banque, les médias et l'opinion. Goldstein est absolument partout. Et c'est précisément ce qui fait la force de la secte maçonnique. Elle occupe l'espace et a su gangréner toutes les institutions, tous les pouvoirs. Elle est un passage obligé pour quiconque veut gravir l'échelle sociale. Par conséquent, les ambitieux y accourent et vendent leur âme pour un intérêt purement matériel. Et le contrôle est total. Voilà comment opère la franc-maçonnerie avec l'exemple de Goldstein. Elle est partout et absolument partout. Le but des sociétés secrètes n'a pas vraiment changé ces derniers siècles. C'est toujours de mettre l'homme à la place de Dieu sur l'autel. Et c'est donc le triomphe de la révolution qui rime avec inversion. C'est-à-dire qu'il met la créature en haut et le créateur en bas. C'est donc renverser l'ordre naturel, c'est pervertir les mœurs, c'est pervertir la société, les familles, c'est profaner tout ce qui est sacré. Et c'est cette inversion des valeurs qui est propre au Talmud. Et c'est enfin servir la cause juive talmudique. C'est un certain messianisme qui est le but des sociétés secrètes. Ce but des sociétés secrètes est d'ailleurs évoqué dans la conclusion de mon dernier livre, et ce sera aussi ma conclusion aujourd'hui. Unifier le genre humain sous une même bannière, la République universelle, sous une même religion œcuménique. Réduire l'homme à son état animal, de simple consommateur dépressif, en ayant auparavant dissous les États dans les grandes puissances, ruiner et dominer les nations sous contrôle, effacer la notion de patrie,
démolit l'ordre ancien pour ne laisser aucune trace de chrétienté authentique sur terre, faire tomber toutes les barrières économiques, sociales et culturelles en faveur du marché pour enfin aboutir au village global piloté depuis Israël par la judéo-maçonnerie qui est la contre-église de Satan. C'est ainsi que se projettent les oligarques occultes du mondialisme, ces faiseurs de catastrophes et architectes du désordre en vue d'un nouvel ordre mondial qu'ils appellent de leur vœu, de ce messianisme juif talmudique qu'ils poursuivent avec tant de persévérance. Voilà le but final des sociétés secrètes. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si jamais vous en avez.